Ok, parfait. Eh ben, bonjour à tous et merci d'être présents. Et du coup, pour les 45 prochaines minutes, on va faire un peu une plongée dans le monde des systèmes complexes. Et en tant que votre hôte, je vais surtout vous parler de mon point de vue situé et un peu des travaux que j'ai pu faire ces dernières années, car ils illustrent à la fois mon point de vue, ce que j'ai appris et ce que je comprends. Mon but est de vous montrer un peu comment les outils de modélisation, aussi bien d'un point de vue conceptuel que mathématique, permettent de comprendre, appréhender des objets complexes, leurs propriétés et surtout quoi en faire. OK. Hop, ça va un peu trop vite. OK, donc, comme vous le savez bien, on est au cœur de l'Anthropocène et on sait que l'humanité, principalement par son capital, est en train de changer le monde et pas forcément dans le sens que l'on souhaite. Donc, il est impératif aujourd'hui de prendre les bonnes directions pour éviter l'irréversible. Évidemment, aller plutôt par là et essayer de stabiliser notre système. Cependant, comme vous le savez aussi très bien, le monde est complexe et du coup, identifier les leviers d'action faciles à actionner et qui ont des conséquences qui sont directes et pratiques est indispensable pour éviter de se plonger soi-même dans des crises inattendues. Il est bien indispensable de décrire correctement le système pour en tirer les bonnes politiques. Et donc aussi, avant tout, pour ça, il faut comprendre comment il fonctionne. Évidemment, comprendre est nécessaire, mais pas suffisant. Avec compréhension et sans action, on meurt ou on laisse mourir. Et sans compréhension et avec action, on tue. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Bon, l'outil typique du béotien, ça reste de faire de la projection, de l'extrapolation du présent sans penser système, en niant les processus. Si ça marche à court terme, cela produit des idées qui sont souvent fausses, comme l'illustre ici, par exemple, l'extrapolation de la croissance d'un chiot. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, quand on va commencer à projeter, on va se retrouver avec des monstres. Parce que, bien évidemment, il manque la partie processus dynamique qu'il peut y avoir derrière. On peut aussi faire des choses très compliquées, mais basées sur de mauvais concepts ou processus, voire un mauvais point de vue qui pourtant fonctionne à peu près comme l'a fait le géocentrisme. De telles approches, en fait, bloquent l'avancée scientifique car monopolisent les ressources, mais ne permettent pas vraiment de beaucoup construire ni être efficace avec. Ok. Des fois, évidemment, il est dur de faire simple car il faut trouver la bonne manière de faire. Ce n'est pas parce qu'un modèle fait de bonnes prédictions de court terme qu'il explique quoi que ce soit. Le grand enjeu derrière tout ça est de trouver la bonne représentation pour pouvoir construire de la connaissance. Et donc, on est vraiment là dans une démarche d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut construire de la connaissance et de la compréhension. Alors, ça nous amène à cette citation de Jay Forrester, qui est du coup père de la cybernétique. L'image du monde qui nous entoure, que nous avons en tête, n'est qu'un modèle. Personne n'imagine dans sa tête le monde entier, un gouvernement ou un pays. Il a seulement sélectionné des concepts et des relations entre eux et les utilise pour représenter le système réel. En fait, on fait tous des modèles, nous sommes tous modélisateurs, comme Monsieur Jourdain fait de la prose. Le problème est que bon nombre de nos modèles sont implicites, placés là par expérience, habitude, extrapolation ou éducation. Donc, en fait, l'intérêt de la modélisation mathématique ou d'écrire des systèmes dynamiques, c'est de pouvoir créer des modèles explicites. Donc, ainsi, de pouvoir assembler des choses ensemble qui pensent au-delà de soi-même en interaction. On peut créer ainsi des communs qu'on peut critiquer, ce qui est toujours indispensable, partager et améliorer. Donc, mon but est de vous montrer un peu comment des processus simples peuvent engendrer des propriétés extrêmement complexes, comment penser en processus permet d'identifier des propriétés intéressantes, et enfin, avec tout ça, comment aborder la macroéconomie d'une manière profondément différente de ce qui est usuellement fait. Comment est-ce qu'on peut construire des bons modèles macro? Pour ça, on va commencer avec ce qu'on appelle la morphogénèse, à savoir comment les formes apparaissent, puis on va l'appliquer à un organisme dans un environnement, à savoir un corail sur lequel j'ai fait ma thèse personnellement. Et finalement, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça à de la macroéconomie. Cherchez pas à tout retenir, je vous partage les slides à la fin. Le but est de faire une première exposition à ces sujets. Vous aurez toutes les infos ensuite. OK. Alors, la morphogénèse, c'est un champ un peu particulier de la dynamique des systèmes, mais qui ouvre des manières de réfléchir absolument fascinantes. On va commencer par un problème assez intemporel qui pourrait même remonter à l'Antiquité d'une certaine manière, à savoir la pomme de pin. Un peu pris de manière provocatrice. Si vous prenez une pomme de pin et que vous comptez les spirales dans un sens puis dans l'autre en regardant un peu ses faces, presque toujours, ce seront deux chiffres consécutifs de la fameuse suite de Fibonacci. Donc, on compte dans un sens, on compte dans l'autre. Ici, on a 8 et 13. Cette suite est assez fameuse, notamment parce que si vous prenez le rapport consécutif entre deux chiffres, ça tend vers un nombre d'or. Donc, la pomme de pin, le nombre d'or entre elles, bon, bah voilà, c'est incroyable, mais pourquoi?
Tout comme les rayures d'un zèbre, on essaye de comprendre pourquoi de la nature, pourquoi est-ce qu'on retrouve telle propriété. Et généralement, par habitude, par outil, on répond au pourquoi par des approches en optimisation. À quoi ça sert? Quel est l'impact? L'idée est bien ancrée que la nature est parfaitement optimisée ou parfaite, alors que non, pas du tout en fait. La nature, elle fait, enfin, comme la société, ça fait des trucs, des processus, et ça a des conséquences. Parfois sont positives, parfois sont négatives. Donc en fait, les approches par optimisation, c'est vraiment le contraire exact des approches par processus. En fait, ça fait penser le résultat et puis c'est à peu près tout en fait. Typiquement, en fait, pour la pomme de pin, c'est assez marrant. Il y a des dizaines d'articles qui ont été écrits sur l'optimisation qu'il pouvait y avoir derrière. Est-ce que c'est des angles irrationnels? Est-ce que c'est de l'optimisation de couverture ou des choses là? Mais qui répondaient jamais à la question de, en fait, comment faire pour qu'elles apparaissent là. La réponse, bah, comme vous pouvez vous y attendre, elle n'est pas dans le pourquoi, mais elle est dans le comment. Quel processus permet de réaliser ces spirales fibonacciques? En fait, c'est assez simple. Il suffit de créer des points, en fait, comme ceci, qui en fait pourrait correspondre ici à chaque épine, dans un environnement qui se dilate, avec ces points qui vont se repousser les uns aux autres. On a deux processus très simples, la pomme de pin en croissance, les épines qui se repoussent, et spontanément, on va se retrouver avec un système qui va former ces spirales. Donc, il se peut évidemment que ces spirales, elles optimisent des choses, mais penser en optimisation ne permet pas du tout de comprendre ce qui se passe dans ce système-là. C'est particulièrement important, en fait, quand on pense à les systèmes sociaux. On pense que les choses sont comme elles sont parce qu'elles sont optimisées, alors qu'en fait, c'est simplement la conséquence de processus. Donc, cette idée qu'on a des organisations à partir de processus simples, c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. En changeant les processus, on change le résultat, alors qu'avec une approche d'optimum, c'est très difficile d'identifier les leviers. Alors, mon exemple préféré d'émergence de propriétés complexes, c'est sans doute ce qu'on va appeler l'agrégation-diffusion. On commence par une forme qui est une interface, par exemple ici une ligne ou ici un losange, et on la met dans un environnement avec des particules qui diffusent, c'est-à-dire qui bougent aléatoirement. Donc c'est vraiment un processus purement aléatoire, extrêmement simple. Dès qu'une particule touche la surface, elle s'y agrège, donc elle déforme l'objet. Donc on a deux mécanismes, une croissance de front qui est liée à des particules qui diffusent, c'est presque même un seul mécanisme, ou une structure qui évolue dans un environnement. En fait, ce qui va se passer quand on va itérer tout ça, c'est qu'on va avoir une forme qui apparaît, qui n'est plus du tout la forme initiale. En fait, on a un système qui est très instable. Ici, chaque ligne est comme la cerne d'un arbre, donc vous commencez avec des choses extrêmement simples, et plus on va itérer le système, plus chaque défaut va être amplifié. Donc on va avoir des instabilités. Ici, un doigt qui va inhiber les autres doigts, mais qui va se mettre à créer des nouveaux doigts, qui se mettent à s'inhiber les uns les autres. Donc, on a des instabilités qui créent des instabilités qui viennent stabiliser les instabilités précédentes. Donc, juste avec un seul mécanisme instable, on va avoir énormément de formes qui vont apparaître. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'évidemment, on a un processus qui est très simple, donc on retrouve à beaucoup d'endroits. Et typiquement, ça va être le cas dans les décharges d'éclairs. On va avoir des formes qui vont être typiquement les mêmes dans les décharges électrostatiques. Quand on va avoir un fluide peu dense qui vient peu visqueux dans un fluide plus visqueux, qui en fait est à l'origine de la croissance des poumons, ou encore la croissance des bactéries. Donc en fait, l'émergence de toutes ces propriétés, même avec des processus simples de diffusion, naît de boucles de rétroaction itérées. Si on comprend ces processus, on comprend les conséquences et on peut laisser le système faire les choses pour nous. Donc c'est pour ça en fait que comprendre un processus amène beaucoup plus de propriétés au système. On part d'une description très simple, on laisse itérer et on y. L'un des exemples aussi les plus frappants est sans doute un des mécanismes mis en avant par Alan Turing, évidemment père martyrisé de la science moderne. Ici, on va considérer deux espèces chimiques ou deux quantités de population. Elles peuvent chacune se reproduire séparément ou se détruire ou mourir en termes de population. On va rajouter en plus la possibilité d'interaction entre les deux. Donc, elles peuvent se transformer l'une en l'autre ou elles peuvent inhiber la croissance de la précédente. Donc, encore une fois, un système causal assez simple. Maintenant, ces particules, elles évoluent dans l'espace. Donc, on va rajouter une dimension spatiale. Donc, on a des concentrations qui peuvent être un peu différentes en tout point. Mais évidemment, plus il y a de concentration à un endroit, plus on va avoir de la diffusion, comme toujours, et donc un mouvement aléatoire qui va avoir tendance à uniformiser tout le système. Eh ben, en fait, on peut écrire ça mathématiquement. Ça donne un système dynamique à deux équations avec quatre processus. Donc, ça reste quelque chose, en fait, assez simple en termes conceptuels, en tout cas.
Et on s'attend, au vu du fait qu'on ait de la diffusion, à ce que le système devienne uniforme, c'est-à-dire qu'on va avoir une concentration à chaque fois qui va être exactement la même partout. Et en fait, ce qu'on observe, c'est exactement le contraire. En fonction des paramètres, on va avoir plein de formes qui apparaissent, qu'on retrouve partout en biologie, des taches de léopard, des rayures de zèbre, les yeux des poissons, et en fait, juste avec quelques mécanismes, avec des valeurs différentes. En fait, en pensant les processus séparément, on ne pourrait jamais imaginer une telle diversité de résultats. Encore pire, ici, on a mis de la diffusion, qui est un processus qu'à la base, on peut penser comme stabilisant, qui uniformise, et pourtant, l'interaction de la diffusion avec les autres processus va être va permettre de créer de nouvelles instabilités spatiales. Ici, avec juste deux paramètres, on a accès à plus de 20 types de formes, de phases différentes, juste avec F et K ici. Donc, on a une énorme diversité de résultats, de propriétés émergentes, avec un système qui, en changeant l'environnement, peut passer de l'un à l'autre. Donc, ici, on comprend bien le lien entre une structure, ici la structure ou l'organisme étant ses patterns, et sa variation avec son environnement, à savoir les paramètres. Donc, tout comme il n'y a pas de fluide dans une molécule d'eau, ici, c'est l'interaction qui crée la propriété émergente. C'est l'interaction qui permet de créer les patterns. Un modèle qui reproduirait le destin de chaque molécule, il n'y arriverait jamais, en fait. C'est extrêmement difficile. Donc, c'est vraiment en regardant les stocks, donc la concentration et les flux, les transformations qu'on comprend. Donc, la bonne échelle est bien évidemment la clé, comme toujours, pour faire un bon modèle. Euh, En fait, de tels systèmes sont extrêmement interactifs et je vous mets ici un simulateur que vous pourrez aller voir par vous-même. Attention, c'est assez addictif, mais vous l'aurez dans les slides. En particulier, on peut modifier l'environnement et voir à quel point la structure change. Et vraiment, quelque chose qui est important à se souvenir dans tous ces systèmes en auto-organisation, c'est on ne peut pas étudier la structure, un organisme, sans étudier son environnement. On a toujours besoin du lien entre les deux, parce que ça n'a aucun sens. La structure grandit dans un environnement, elle se, comment dire, elle se colorie des propriétés de son environnement qui vont venir lui donner certaines propriétés. Donc, il faut toujours, on ne peut plus faire abstraction d'un organisme sans son environnement dans ce type d'études. Donc, évidemment, ça en va de même pour tout ce qui va être une société ou un système économique ou ce genre de choses. Très bien. Donc voilà, donc ça, c'était un peu une intro, émergence de propriété, comment est-ce que des processus simples peuvent créer du complexe. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est comment est-ce que des processus dynamiques permettent de décrypter en fait des objets compliqués, à savoir ici une gorgone. Donc, Gorgonia ventalina, c'est un animal, c'est un corail flexible, que vous pouvez voir ici, euh, qui en fait va former des sortes de plaques qu'on va voir comme ça, et qui va osciller dans les vagues. On le trouve généralement proche du rivage et des endroits où on va avoir pas mal de courants et d'interactions hydrodynamiques. Ces interactions permettent de capturer de la nourriture et la proximité du soleil, de récupérer de l'énergie solaire tout simplement. Donc, on va avoir un environnement qui a de très fortes composantes hydrodynamiques avec une structure qui a une grande surface perpendiculaire à l'écoulement. Donc, on a un problème d'interaction fluide-structure et on a aussi un problème de forme, à savoir, cette forme-là, a priori, elle a certaines propriétés qui peuvent être en lien avec l'environnement. Donc, on peut se demander pourquoi cette forme. Il y a beaucoup de textes dans la littérature, encore une fois. Est-ce que la nature optimise la forme des gorgones? Est-ce qu'elle est adaptée à leur environnement? Est-ce qu'on a une optimisation dans un problème d'interaction fluide-structure? Si c'est le cas, en fait, on a une rétroaction entre la forme qu'on va avoir ici, par la croissance, et l'écoulement avec une certaine perception. Donc, on a une perception d'environnement, on a des règles de croissance, des règles de perception. Est-ce que ce système nous amène à des propriétés intéressantes? Est-ce que ce système est suffisant pour faire de l'adaptation? Donc, bien évidemment, si on veut comprendre ça, il faut arriver d'abord à décrire la forme. Il faut arriver à lui trouver les propriétés qui sont pertinentes pour ensuite pouvoir les appliquer. Alors, si on part sur un point de vue purement physique, on peut faire des modèles de plaques. D'ailleurs, je l'ai fait et je m'en suis servi. Mais en fait, j'aimerais bien qu'on discute un peu croissance de forme. Comment est-ce qu'on peut décrire cette forme? Un problème qu'on a, c'est typiquement, on serait très tenté par laisser un corail grandir et regarder et en déduire les processus. Mais les coraux, ça grandit extrêmement lentement. Et donc, du coup, on ne peut pas faire de monitoring. En fait, on a juste le statut final. On a la forme finale sans voir directement le processus. Donc, du coup, il faut arriver à trouver la bonne approche. En fait, on se rend compte qu'on a, en zoomant un peu plus, une sorte de gros réseau extrêmement dense de branches
Et donc, si on comprend cette structure en réseau, a priori, on peut comprendre plus de la forme. Donc, il faut trouver les concepts qui permettent de décrire ce réseau. Pour le comprendre, en fait, on se place sur les bords, donc vraiment sur ces zones-là. Et en fait, on essaye qui en fait sont les dernières zones à grandir, puisque la croissance se fait uniquement au bord. Donc, en fait, une fois qu'on fait ça, on se rend compte que on a des branches ici qui sont sous les flèches bleues et que ces branches s'allongent. En s'allongeant, en s'étendant, elles vont créer des nouvelles branches et de temps en temps, on va avoir des intersections entre ces branches. Donc, on voit qu'on n'est plus sur un réseau comme un autre. On est sur un réseau en croissance. On est sur un réseau avec des processus. On est sur un réseau avec une certaine grammaire. En fait, on a une grammaire qui est très simple. On a trois processus ensemble. Un premier qui est cette extension et cette courbure qu'on va avoir des branches. Le second qui va être bifurcation, création, qu'on va pouvoir identifier ici en vert avec la création de nouvelles branches. Et un troisième qui va être ces réticulations, ces collisions qui vont inhiber la croissance de la plus jeune qui rentre dans l'autre. Donc, maintenant, on a des nouveaux éléments qui sont plus pertinents pour analyser le réseau. Au lieu de faire du bête, de balancer toutes nos données dans un modèle pour essayer de sortir des stats, là, on a des objets intelligents parce qu'ils correspondent au processus de croissance à analyser. Donc, au lieu de faire du pur data mining ou des choses comme ça, on va pouvoir être un peu plus subtil. En fait, de telles méthodologies, elles existent déjà pour étudier d'autres systèmes. Et par exemple, ici, l'idée vient en partie du réseau des villes. Parce que les villes, on a des axes, on a des voies, on a un prolongement. Et donc, ce n'est pas un réseau comme les autres, c'est un réseau qui va avoir certaines propriétés. Ici, les propriétés, on les obtient par la croissance. Et typiquement, ces approches permettent d'avoir des indicateurs bien plus pertinents pour comprendre la structure. Euh, on a aussi un rapprochement, évidemment, en termes de processus, à savoir la croissance d'une ville, c'est des contraintes historiques. Une fois qu'on a fait une rue, a priori, on ne va pas la détruire, à moins qu'on soit Haussmann. On va avoir des élongations, des bifurcations, des réticulations. Donc, on a en fait le même vocabulaire. Évidemment, on peut numériser ces réseaux, même si ça prend un peu de sueur et de café. Et l'avantage de faire ça, c'est que on peut faire maintenant du traitement numérique et de l'analyse. Typiquement, on peut, avec toutes ces histoires d'intersection, on peut reconstruire une forme d'arbre, ce qui plaît toujours aux biologistes qui ont un vocabulaire très développé, des outils analytiques très pratiques pour avoir un arbre. Donc, on peut connecter différentes disciplines et on peut aussi avoir une réduction à juste quelques éléments pour avoir des approches statistiquement beaucoup plus efficaces. Alors, une propriété que j'aimerais bien vous montrer là-dessus, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif qui va un peu à l'encontre du but initial, mais qui est extrêmement intéressant en termes de sérendipité. Une mesure qu'on fait généralement sur un réseau, c'est qu'on regarde ce qu'on appelle le degré. Donc, le degré, c'est le nombre de points à qui un autre point est connecté. Donc, typiquement, pour un réseau social, c'est le nombre d'amis que vous avez. Une caractéristique d'un réseau, c'est donc la distribution de ce degré. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peu d'amis, beaucoup de gens qui ont beaucoup d'amis, ou ce genre de choses. Donc ici, au lieu d'avoir des points, on a des voies et on compte le nombre de voies, le nombre de sections de la même couleur ici, par exemple, qui sont connectées à d'autres sections. Et en fait, quand on va tracer ça, surprenamment, on obtient une distribution log-log. Donc, enfin, une droite en log-log, c'est-à-dire une loi de puissance qui est très propre avec un coefficient qui est très bien défini. Cette distribution, on la retrouve en fait dans toutes les gorgones qu'on a étudiées. On la retrouve en fait exactement de la même manière, mais avec une puissance légèrement différente, quand on considère juste les branches qui sont toujours en train de grandir, avec simplement une différence de 1 entre les deux. Donc évidemment, ça fait plus de grandes voies. Et en fait, on va retrouver ça aussi dans les réseaux des villes. On va aussi retrouver ça dans, par exemple, des réseaux de craquelure. Vous mettez de l'argile, vous la laissez sécher, ça va craqueler et ça va donner les mêmes choses. On a les mêmes processus en termes de système dynamique et donc on obtient les mêmes formes en conséquence. Euh, En fait, ces types de répartition en loi de puissance, c'est une pure caractéristique des systèmes complexes à forte historicité. C'est-à-dire, plus vous apparaissez tôt, plus vous avez de chances d'être grand. Plus vous êtes fort, plus vous avez de chances de vous renforcer. Ça va typiquement pour les citations d'articles aux inégalités de possession. Donc en fait, c'est vraiment les processus qui sont derrière ces générations vont faire appartenir ces différents systèmes aux mêmes classes d'universalité.
si on comprend les processus et si on lit ce type de distribution, on a un lien direct entre les deux. Donc, typiquement, vous pouvez vous attendre, si vous avez des lois de puissance ou des logs normales, on a un système complexe itéré derrière qui va être à l'origine de ces distributions. Euh, En fait, ces distributions, elles marchent tellement bien qu'on peut s'en servir pour détecter des aberrations et détecter quand est-ce qu'il y a d'autres processus. C'est par exemple le cas dans une aile de libellule. Ici, vous pouvez voir les voies à une seule connexion, donc qui ne sont pas vraiment des voies. On en a une surabondance. Et en fait, ça se comprend très bien. Dans un premier temps, en fait, dans la croissance de ces ailes, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un premier processus qui va être une croissance avec les mêmes éléments que ce qu'on a discuté. Puis en fait, il y a un deuxième processus qui va correspondre à une tessellation, donc une transformation en petites cellules du découpage de toute la zone. Et en fait, la première distribution que vous lisez, c'est la distribution qui correspond à la formation de l'aile. Et la seconde, ici, ce pic, correspond à la tessellation. Donc, parce qu'on a une bonne idée du premier processus, là-dessus, on arrive à lire des nouveaux processus. En fait, ces mesures, elles ne permettent pas de mesurer la relation des gorgones à leur environnement, mais elles permettent d'accéder à des choses beaucoup plus profondes sur l'organisation et le système en général, l'universalité des processus et leurs conséquences. Donc, pour simplement essayer de revenir un peu sur l'aspect systémique, à l'aide de beaucoup plus de mesures et de 300 pages de travail, on va dire, avec un peu de bio et de physique, on arrive à faire une carte des différents processus, une carte des différents concepts qui sont importants, qui permet de relier causes et symptômes, qui permettent de décrire en quelques concepts l'ensemble des formes des gorgones. Et ensuite, avec ça, simplement en les reliant, on va accéder à une vraie vision systémique de notre organisme dans notre environnement et on comprend tout ce qui en émerge. On peut lire une forme fixée à l'aide du temps, par le temps, à l'aide des systèmes dynamiques parce qu'on comprend comment est-ce qu'ils poussent. Une fois qu'on intègre tout ça, on peut en conclure sur sa forme et ses propriétés. Et en fait, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le corail il perçoit son écoulement, sa forme est modulée par son écoulement. Il y a un signal détourné, à savoir un signal de courbure, parce que la nature ne peut pas inventer des sondes de vitesse, évidemment, qui rétroagit dans le système pour le renforcer, pour changer ses propriétés mécaniques. Donc, il y a un peu d'optimisation qui traîne. Sauf que, en fait, au bout d'une certaine taille, ce processus il ne suffit plus. Et dans ce cas-là, le mouvement des gorgones commence à se modifier, devient de plus en plus inertiel et se met à choquer la structure. En fait, ce choc, la gorgone y résiste, mais le substrat sur lequel elle est fixée n'y résiste pas. Donc le corail résiste, mais son environnement casse à cause d'un autre environnement. Et le corail est emporté et meurt car en fait, il a trop grandi. Donc, au-delà d'une certaine taille, les processus de rétroaction ne suffisent plus à compenser la pression environnementale, ce qui peut potentiellement être une analogie avec d'autres systèmes en croissance. En fait, c'est pas très grave. Ce sont les plus grands coraux qui meurent et donc bah, ça fait de la place dans le reste de l'écosystème. Donc leur adaptation mécanique, en fait, c'est pas la clé aujourd'hui. Les coraux sont pas du tout adaptés au monde que nous sommes en train de créer. Et au-dessus de 2 degrés, hein, ici, on est déjà en haute confiance dans la zone de risque maximum. Rien que par le climat, sachant qu'on a d'autres pressions anthropocentriques qu'on va effectuer et qu'on va mettre là-dessus. Donc en fait, à moins d'un miracle, les récifs coralliens ne passeront pas ce siècle. Et en climato, évidemment, personne ne croit dans les miracles. Donc, leur perte va engendrer la déstabilisation monstrueuse d'un point de vue systémique, bah, évidemment, de tous les écosystèmes marins qui sont la source primaire de nourriture pour 700 millions de personnes qui vivent à côté. Donc, en fait, il y a deux questions qui sortent de tout ça, au-delà des coraux. C'est comment est-ce qu'on peut sauver ce qui peut être sauvé, donc le reste de la biodiversité du vivant face à l'irréversibilité en cours dynamique du changement climatique et associé, et comment faire pour protéger ceux qui seront les plus touchés par ce type de crise. Et là, en fait, on arrive sur des questions macroéconomiques. Alors, la macroéconomie, c'est une discipline assez folle qui est extrêmement puissante en fait dans nos sociétés, puisqu'elle influence à tous notre destin. Et comment dire, la bonne compréhension des enjeux scientifiques et politiques en macroéconomie nous mènera ou non à la catastrophe. Je pense que c'est bien connu pour à peu près tout le monde. Euh, bon, pour moi, en fait, je suis arrivé un peu sur le tard après ma thèse à la macroéconomie, avec déjà une formation en système complexe, ce qui fait que les approches par optimisation, non-représentation des processus, hypothèses extrêmement farfelues par praticité mathématique,
j'ai pas du tout accepté. Et en fait, beaucoup de praticiens de la macroéconomie le reconnaissent, mais sont bloqués parce que c'est leurs outils, ils ont l'habitude d'utiliser ça, ils n'ont pas le temps d'apprendre autre chose. Donc, quelque chose qui est pratique et assez heureux, c'est que le set de concepts que j'ai évoqué précédemment, ça permet d'appréhender autrement l'économie, de pouvoir reconstruire une économie que je ne fais pas du tout seul, hein, on a bien des efforts concertés là-dessus, et construire de nouveaux types de modèles. C'est ce que je vais vous présenter un petit peu ici. Alors, au centre, la première boucle principale, c'est la boucle du capital. Donc, on appelle du capital des biens qui produisent des biens. Plus il y en a, plus ils produisent, donc plus il y en a. Donc, on sent évidemment une rétroaction très simple, une instabilité en exponentielle qui va générer de plus en plus de phénomènes et qui va impacter de plus en plus le système. C'est vraiment la boucle de base. Évidemment, ce capital, c'est lui qui transforme et qui impacte le monde, vu que c'est lui qui le transforme physiquement. C'est assez peu avec nos petites mains qu'on le fait. C'est pour ça qu'on parle d'exosomatisme. C'est une extension de nous-mêmes par le capital. Et il faut comprendre ses propriétés, il faut comprendre comment le moduler pour essayer d'aller plus loin. Alors, la macroéconomie, donc du coup, on a cette boucle-là, mais cette boucle, elle vient impacter son environnement, donc typiquement le climat dans l'exemple le plus simple, et le climat vient réimpacter sous la forme d'événements extrêmes ou sous la forme de douces brises et de pluie pour nous protéger. Une des spécificités de la macroéconomie, c'est qu'en plus de ce capital ou de ces flux de circuits physiques qu'on va avoir, on a aussi des circuits monétaires. En fait, le circuit nominal, l'argent, il va avoir des rétroactions sur tout ce qui se passe physiquement, vu que c'est un peu lui qui va choisir quelles vont être les priorités, quelles vont être les allocations. Et en fait, le circuit monétaire est à but d'auto-organisation du reste du circuit physique. Alors, une idée qui pourrait être utilisée assez souvent pour faire de la macroéconomie, c'est de prendre des concepts de microéconomie. C'est très tentant, mais en fait, ça ne marche pas vraiment, même si c'est l'approche majoritaire. Donc, typiquement, ce serait supposé que ici, dans cette murmuration et tourneau, euh, le comportement de la murmuration entière correspondrait au comportement d'un étourneau géant. Euh, En fait, ça ne marche pas particulièrement, il n'y a pas d'amour dans un atome. Et la macroéconomie, c'est avant tout des propriétés émergentes sur beaucoup de niveaux accumulés. Et donc, du coup, les flux physiques sont invisibles à l'œil nu ou à l'œil d'un individu, et les phénomènes socio-structurants sont incapturables à telle échelle. Donc, en fait, il vaut mieux partir de très gros, essayer d'avoir nos circuits et ensuite vouloir raffiner. Donc, évidemment, on va avoir énormément de boucles différentes dans un système macroéconomique. On a cette boucle qu'on a vue entre un environnement et un organisme, tel qu'on l'a décrit juste avant. On a les interactions entre les citoyens et la production. On a l'interaction entre le monde physique et le monde monétaire. On a l'interaction entre ce qui se passe en termes de quantité de monnaie et quantité de valeur. Et typiquement, ce qu'il va y avoir aussi en termes d'injection monétaire et de rétroaction de long terme biophysique, qui est une question qui est absolument cruciale pour savoir, étant donné que la majorité des politiques qu'on utilise aujourd'hui sont des politiques monétaires, comment est-ce qu'on peut faire de bonnes politiques monétaires pour arriver à avoir une bonne redirection écologique. Donc ça, c'est typiquement le travail de l'ONG Ex Naturae, avec qui je bosse un peu, que je vous encourage à essayer de regarder. Si on essaye de mettre tout ça en même temps, en fait, ça fait des très, 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 très gros modèles avec 4000 variables, rien de vraiment vérifiable, peu de discours de compréhension qu'on peut en tirer et qui n'est pas vraiment un commun sur lequel on peut construire tellement c'est gros. Je pense que les habitués de Vensim, voilà, quand vous voyez ça, vous voyez l'enfer que c'est de bosser avec des modèles aussi gros. Donc, moi, je suis plus dans une approche, essayer de trouver une bonne stratégie, des bons concepts, essayer d'avoir une construction simple avec les bonnes rétroactions pour construire étape par étape. Donc, il faut savoir danser vraiment sur le fil du rasoir, à savoir un modèle complexe, à propriété émergente et puissante et intéressante, pour ne pas faire de tautologie, mais qui puisse être compréhensible dans son fonctionnement. Donc, vraiment de la simplicité. Il faut qu'une telle structure puisse être entendue, devenir plus complète, changer des hypothèses et qu'elle puisse se connecter à d'autres. Donc, vraiment de la modularité. Il faut se passer des concepts d'optimisation et de rationalité, trouver des processus qui les remplacent, donc de l'auto-organisation. Il faut arriver à capturer et décrire les propriétés physiques de l'économie, parce que c'est ça qui va influencer tout ce qui va être en écologie, mais toujours parler aux gens qui ont des approches par la valeur et par la monnaie. Parce que sinon,
En fait, on se retrouve à avoir raison tout seul et on n'a jamais raison tout seul. Il faut pouvoir créer du dialogue avec les modèles orthodoxes parce que, en fait, sinon, on se fait ignorer. Il faut pouvoir voir les points d'accordance et de discordance. Cet élément de dialogue indispensable politiquement, en fait, pour faire avancer la science. Euh, et donc, typiquement, l'une des idées qui marche très bien pour ça, et le cheminement que je vous propose, c'est on part de la base et on va chercher à complexifier. Le premier modèle qui, je pense, correspond vraiment à ce cahier des charges, c'est ce qu'on va appeler le modèle de Goodwin, qui a été fait en 1967, qui a commencé à intégrer des longues chaînes de processus au sein d'une économie en se posant la question de comment est-ce que ça allait s'organiser, en rompant un peu avec les traditions. En fait, de ce modèle, on peut en tirer une base extrêmement solide qui respecte vraiment tout ce cahier des charges et qui va être un cœur fondamental. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que de ce cœur, on peut faire des améliorations de toutes parts. Donc ici à gauche, on a une carte causale qui va être derrière. On peut raffiner les hypothèses, substituer les hypothèses, rajouter des boucles pour essayer de prendre des phénomènes économiques directs plus complexes. On peut aussi faire de la désagrégation, donc désagréger la production pour avoir plusieurs biens différents, désagréger les foyers pour capter des inégalités, désagréger l'espace qui revient en fait à des modèles très proches de la morphogénèse, ou désagréger les technologies pour pouvoir discuter dynamique et compétition entre différentes technologies, du verre, du brin, du nucléaire ou ces différentes choses, à l'aide du cœur économique qui va aider à l'allocation. Enfin, on peut venir rajouter des secteurs, du climat, des ressources, de la finance, en fonction de la problématique qui est prise en compte. Alors, commençons simple. La logique de Goodwin, il s'est posé un peu la question de comment s'organise le niveau des salaires et le taux d'emploi dans une société. Donc, plutôt que de fixer on va dire, des hypothèses arbitraires du type plein travail, salaire déterminé par la productivité, comme ça se faisait à l'époque dans un Ramsey ou dans un Solow, on va plutôt essayer de déterminer ces questions sous forme de processus et de regarder leur dynamique. Donc, il se passe de substitution et il construit le modèle comme ça. On a, en termes d'hypothèse, la production a besoin de capital et de travailleurs. Une part de la production part en salaire. Le reste est réinvesti pour faire plus de capital. Donc 1 et 3, c'est la première boucle qu'on avait vue. Le capital s'automatise, donc il a besoin de moins en moins de travailleurs. C'est une forme de progrès technique. Et on a une population qui peut travailler et qui va grandir avec un certain taux de croissance. Et plus le taux d'emploi est élevé, plus les salaires vont augmenter. Donc, on a quelques processus. Ces processus, on peut en faire une carte causale, donc on va avoir ici, qu'on peut écrire en équation. Donc, typiquement, la carte causale, ici, le capital permet de produire, ce qui permet d'avoir du profit, qui fait des investissements, qui fait plus de capital. Et on a aussi le capital, dans sa production, a besoin de travailleurs. Les travailleurs, plus il y en a, plus on va avoir un haut taux d'emploi. Plus on a un haut taux d'emploi, plus on va avoir une bonne négociation salariale. Donc, plus les salaires vont augmenter, plus les salaires augmentent, moins le profit est élevé. Donc, on a typiquement un système avec deux rétroactions, des antagonismes, dont on va pouvoir étudier un peu le comportement. On pourrait étudier directement le système qui est à gauche, mais en fait, on va avoir quelque chose de plus intéressant, à savoir que de ces équations dimensionnées, on peut en tirer des équations sur l'espace des phases. Donc, on va retravailler un peu les équations pour vraiment voir le cœur de la dynamique du modèle. Et donc, en fait, on va réécrire les équations sur le taux d'emploi et la part des salaires dans la production. Et en fait, on va obtenir ce système de deux équations couplées entre ces deux variables. Et les plus aguerris d'entre vous reconnaîtront ici un Lotka-Volterra ou un système proie-prédateur. C'est la même chose. Donc, c'est un système d'équations qui est central en écologie théorique et en dynamique des populations. Et en fait, on ne l'a pas écrit initialement. En fait, on l'a déduit d'un ensemble de processus. Ce qui est assez marrant, c'est les économistes, quand ils l'ont vu, ils se sont dit, bah, c'est un système proie-prédateur, donc les proies, c'est les employés, les prédateurs, c'est les patrons, donc c'est marxiste, donc hop, on jette. En fait, c'est surtout un oscillateur non linéaire qui ne connaît pas sa position d'équilibre. Donc, c'est un système qui est extrêmement intéressant en fait en termes de complexité. Il connaît peu de choses, mais il va plus ou moins chercher par processus son équilibre même. Donc, quand on va résoudre ça numériquement, on va se retrouver avec des trajectoires qui sont des cycles. Donc, typiquement, si on commence au point d'équilibre, par hasard, parce que bah, voilà, tout va bien, bah, évidemment, le système va être statique. Mais si on est hors du point d'équilibre, en fait, typiquement, par exemple, on va se mettre là. Ici, on a faible taux d'emploi, faible salaire. Donc, du coup, on investit beaucoup. Si on investit beaucoup, on va se retrouver avec plus de taux d'emploi. Si on a plus de taux d'emploi, la négociation salariale est plus forte. Donc, on se retrouve avec des salaires qui sont plus forts, donc moins d'investissement, donc le taux d'emploi baisse. Donc, on va avoir des cycles qui, ici, sont fermés, dans le sens
où ils ne convergent pas vers l'équilibre, où ils ne divergent pas vers une explosion. Plus on est proche de l'équilibre, plus les cycles sont gentils. Et ici, vous pouvez voir, quand on est très loin de l'équilibre, on a presque un régime qui est linéaire ici. Donc, si jamais on faisait une extrapolation, on ferait une extrapolation en droite. Mais le système, par lui-même, va produire des chocs ici extrêmement violents qui vont faire un changement total de régime. Donc, si jamais vous extrapolez les choses quand vous êtes ici, bah, évidemment, vous n'allez pas du tout réussir à lire ce qui se passe dans le système. Sur tout ça, en fait, on a un système dont la production augmente. Parce que, en fait, on a un taux de croissance, mais celui-ci est endogène. Il est influencé par l'état du système. Donc, à aucun moment, on a une politique de croissance exogène comme ce qu'on peut avoir dans des IM ou des modèles comme ça. Ici, la croissance est une conséquence des processus et non une cause. Alors, ce qui est très fort aussi, c'est qu'on peut lire les propriétés de ces systèmes à l'équilibre et hors équilibre. Et on a des lectures qui sont totalement différentes. Par exemple, si vous prenez la croissance, elle est égale au taux de profit divisé par l'efficacité, la non-efficacité du capital, on va dire, moins le taux de dépréciation du capital. Pardon, je reviens en arrière. C'est aussi égal, évidemment, on peut le réécrire avec la part des salaires. Et il s'avère que c'est aussi égal à ce qu'en finance, on va appeler le return on capital. De la même manière, en fait, ou à l'opposé, quand on va essayer d'écrire le taux de croissance à l'équilibre, on oublie totalement tous ces coefficients, on oublie tous ces coefficients techniques et on se rend compte que le système, il grandit au taux d'automatisation du capital plus le taux d'automatisation de la population. Donc, on n'a pas du tout les mêmes variables qui sont obtenues dans la vision hors équilibre et dans la vision à l'équilibre. De la même manière, ici, le taux de variation des salaires, c'est la négociation salariale moins le taux de progrès, alors que le salaire à l'équilibre, ça redevient uniquement des coefficients qui ressemblent à des coefficients techniques de la production. Donc, on court et on décrit qu'est-ce qui se passe à l'équilibre, mais ce qu'on se rend compte, c'est que la vision à l'équilibre et hors équilibre sont totalement différentes. On peut parler aux néoclassiques, leur dire, bon, OK, vous, ce que vous voyez, c'est ça, mais en fait, ce qu'il y a derrière vraiment, c'est ça. Donc, on arrive encore une fois à faire le point entre les deux. Cette vision du point d'équilibre, elle est extrêmement utile aussi, parce que si par exemple l'un des coefficients ici venait à varier lentement, donc par exemple ici on va supposer que le taux de dégradation évolue lentement, et ben dans ce cas-là, le weight share, donc la part des salaires, va diminuer petit à petit. Parce que là, on voit delta qui va, s'il augmente, ceci diminue. Et en fait, on a nos oscillations qui vont continuer à bouger, mais de plus en plus bas et suivre en fait ce point. Donc en fait, ce point, même s'il n'est jamais atteint, il est utile pour savoir autour de quoi l'économie va tourner. Donc, une analyse d'équilibre permet de comprendre plus en profondeur ce qui va se passer dans le système. Alors, quelque chose qui est important, bien évidemment, par la manière dont les hypothèses ont été choisies, à savoir les plus simples possibles, le système n'atteint jamais l'équilibre ni n'explose. On peut voir ça, pardon, on peut voir ça comme un hasard ou une volonté de construction. Toujours est-il qu'il y a une immense partialité dans les processus à représenter ou non. En rajoutant certains processus, on peut faire changer la stabilité des cycles et comprendre chacun de ces processus. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a joué avec un toy modèle, on peut essayer de créer de vrais modèles. Donc, plutôt que construire sur un Goodwin, essayer d'avoir une vraie méthodologie solide pour prendre en compte plus de phénomènes réels. Donc, on fait ça en 4 couches. D'abord, une économie est constituée de stocks et de flux, comme tout à l'heure sur la réaction de diffusion. Donc, on a des stocks de capital, d'inventaire, de possession. On a aussi des stocks d'argent qui, en fait, correspondent à de la dette. Euh, et ce squelette comptable et ces différents flux, c'est là-dessus qu'on va venir construire nos endogénisations et notre économie. Donc, quand une transaction s'effectue, évidemment, on a un flux dans un sens physique et un flux monétaire dans l'autre. Donc, ce qui se passe sur le plan physique est lié à ce qui se passe sur le plan monétaire, mais certaines des variables vont être déterminées sur le plan physique et certaines des variables vont être déterminées sur le plan monétaire. Ce qu'on va déterminer par les flux, sur les flux physiques, en fait, ça va correspondre à des hypothèses métaboliques. Qu'est-ce qui se passe physiquement dans un système productif, par exemple? Qu'est-ce qui se passe en termes d'automatisation? Qu'est-ce qui se passe en termes de technologie? Les hypothèses de comportement vont, elles, définir dans quoi on investit, à quel point est-ce qu'on achète, ou ce genre de choses. Donc, on peut vraiment distinguer chaque type d'hypothèse dans le modèle et avoir des experts qui interviennent de manière totalement indépendante sur chacune des parties sans venir se taper les uns sur les autres. On a des domaines d'expertise très clairs à chaque fois. Donc, en fait, de ce type de modèle émerge très facilement une dynamique
semblable aux proies prédateurs précédents, ce qui veut dire que le cœur de Goodwin couvre correctement, on va dire, le cœur de la dynamique macroéconomique. Et donc, on peut étendre notre compréhension depuis Goodwin à des objets beaucoup plus compliqués comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est que cette nouvelle structure, elle est beaucoup plus facile à endogénéiser. Et à partir de cette endogénéisation, on peut savoir à chaque fois qu'est-ce qui va se passer, étant donné qu'on est sur quelque chose de simple et analytique, qu'est-ce qui va se passer en termes de stabilité. Donc, typiquement, outre les phénomènes quasi-statiques dont on parlait, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui va être amélioration par l'investissement va plutôt avoir tendance à déstabiliser le système, déstabiliser les cycles. Si on a des délais qui sont introduits dans le système, on voit que ces délais ils vont aussi avoir tendance à déstabiliser nos cycles. Par contre, tout ce qui va être plutôt négociation salariale avec des phénomènes plus subtils, plus de rétroaction dans l'organisation des flux financiers, va vraiment venir stabiliser ce qui va se passer sur le système. Alors après, on peut s'amuser à mixer ces différents éléments, à choisir quel processus on met et quelle intensité, et on va se retrouver aussi avec des dynamiques totalement différentes. Ici, vous voyez, par exemple, le point d'équilibre est instable, parce qu'on a mis des processus stabilisants et déstabilisants. Pour autant, on a des cycles limites, donc l'économie n'explose pas. Vous présentez une économie à un néoclassique en lui disant, mais en fait, le point d'équilibre est instable, son cerveau, d'une certaine manière, explose plus ou moins. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est logique, en fait, qu'une économie puisse être parfaitement instable, mais que de loin, des phénomènes viennent la stabiliser. De la même manière, en fait, on peut avoir d'autres processus qui viennent dégénérer le point d'équilibre. Ici, vous voyez, en fonction des conditions initiales, notre économie, elle va se stabiliser autour de plein de points qui sont différents. Donc, l'équilibre peut être pratique, mais dans une certaine limite. Enfin, évidemment, ces approches, elles permettent de rajouter une grande variabilité de phénomènes et de comprendre tout ce qui se passe. Des crises endogènes avec leur propre résolution, des changements de bassin d'attraction, des systèmes qui se choquent eux-mêmes, des systèmes qui changent d'état, etc., etc. Alors, la principale limitation que vous avez en fait là-dedans, c'est que le capital est agrégé. C'est-à-dire qu'on mélange un peu les torchons et les serviettes, les services de proximité à la production d'énergie fossile. Donc, c'est une limitation qui est monstrueuse. Et vraiment, s'il y a un truc sur lequel on doit tous insister, c'est la désagrégation du capital. Parce que, évidemment, en termes d'impact physique, c'est très difficile de comprendre ce que ces agrégats productifs vont avoir. Cependant, ce formalisme est fait pour être désagrégé, typiquement ce que je vous ai introduit, sous forme de vecteurs et de matrices. Donc, c'est une assez grosse révolution, on va dire, qui permet vraiment de prendre en compte la réalité physique profonde d'une économie, ses manquements sectoriels et ses transformations technologiques. Alors là, on ne va pas le couvrir, ce serait une autre présentation entière, mais on pourra se voir dans une autre conférence ou sur des papiers pour en discuter plus en détail. Donc, voilà un peu un grand tour de la modélisation par processus et comment est-ce qu'en fait des approches de morphogénèse d'auto-organisation peuvent venir aussi discuter avec des approches en macroéconomie. On a vu comment est-ce que s'opposait un peu la modélisation par optimisation et la modélisation par processus, et que la modélisation par processus pouvait recouvrir toutes ces propriétés-là et bien plus. Donc, ça demande un peu de chevaucher ces bêtes sauvages de systèmes dynamiques et tout ce qui est chaos, mais avec les bons outils, les bons concepts et les bonnes modélisations, c'est possible. Les systèmes complexes s'auto-organisent, et bien que cela puisse être uniquement partiel et provoquer des crises, ça peut nous permettre de comprendre aussi comment est-ce que certaines propriétés apparaissent toutes seules. Non, le capitalisme n'a personne à sa tête. Le capitalisme, c'est un système auto-organisé. Euh, Lire les systèmes en processus, ça permet de bien mieux comprendre et ne pas porter de jugement dessus, ce qui permet aussi de mieux étudier ou encaisser certains résultats qui quand même sont assez déprimants. Typiquement, je pense que tous ceux qui bossent un peu en économie écologique ont bien besoin de ça. Bien souvent, les outils des systèmes dynamiques peuvent être vraiment des plateformes interdisciplinaires pour comparer des résultats, pour avoir en propriété, en cas limite, les propriétés des autres. Et c'est vraiment un outil de langage privilégié. Enfin, personnellement, je suis persuadé que, dans le fond, le langage de la vie, c'est des instabilités. Ce que je vous disais tout à l'heure, une instabilité qui crée une instabilité qui vient stabiliser une autre instabilité. Et plutôt que de chercher à les contrôler, on ferait mieux de mieux comprendre ça et de mieux l'accepter pour mieux surfer sur la complexité de la vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, c'est moi qui suis à l'écoute pour toutes vos questions. Je vous ai mis ici différents QR codes qui vous permettront d'accéder à tous ces documents. Les slides, mon manuscrit de thèse pour tout ce qui va être question de morphogénèse et de gorgone. Mon dernier article sur tout ce qui est construction des modèles macro en système dynamique, si ça vous intéresse.
Ici, vous pouvez cliquer, vous aurez tout ce qui va être mes codes, si jamais vous êtes intéressé, pour faire de la simulation en système dynamique sur des tenseurs en Python, sur de l'open source. Et du coup, bah, voilà. Merci à tous pour votre écoute et à vous les micros. Merci Paul pour cette présentation qui a balayé effectivement un grand nombre de sujets et de domaines et surtout un grand nombre d'outils méthodologiques parce que c'est ça aussi, hein, les systèmes dynamiques, c'est innover aussi sur les outils qu'on utilise. Bah, écoutez, on a une quinzaine de minutes. Moi, ça m'a suggéré beaucoup de questions, mais je vais peut-être laisser d'abord différentes personnes intervenir. Je vois que Didier a déjà levé la main. Didier, je te laisse prendre la parole. Oui, bonjour, c'est une très belle présentation, hein, très structurée, très claire. Alors, j'ai quand même, 2-3 questions. Alors, mes questions portent sur la première partie. Je voudrais savoir comment tu définis, tu en parles énormément, comment tu définis le processus? Ça, c'est ma première question qui p va m'amener, en fonction de ta réponse, peut-être à d'autres questions. Alors, ce que j'appelle processus, ça va être, en gros, j'utilise de manière potentiellement un peu abusive processus et mécanisme au sens système. On va avoir une action de A sur B qui va être une action continue au temps court, qui va être d'une certaine intensité en fonction de ses différentes caractéristiques. Donc, en fait, Oui, alors ça va être un lien dans un système causal, en fait. Pour moi, un oui, lien dans d'accord, un système ce causal est sont un des processus. liens entre différents éléments. Mais Oui, est-ce que ton processus répond à une finalité opératoire, un objectif? non, pas nécessairement. C'est juste, il se passe quelque chose. Euh, il n'y a pas nécessairement de raison à ça. Par exemple, si on prend la diffusion est un processus. La diffusion n'a absolument aucune finalité. Et dans un système auto-organisé, il n'y a jamais de finalité d'une certaine manière. Certains processus totalement antagonistes peuvent amener à un résultat qui n'a rien à voir avec ces processus. Parce OK, que bah, d'accord. c'est l'interaction de ces processus en fait qui crée la propriété émergente qui parfois n'a rien à voir avec le processus initial. Donc, j'essaye vraiment de faire des choses qui n'ont aucune finalité. Enfin, les processus individuellement n'ont aucune finalité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit assez souvent. Par exemple, on prend un système microéconomique. On a chacun une certaine finalité en fait dans nos processus. Mais quand on regarde l'agrégation de tout ça, on n'est pas du tout sur la finalité de ce processus-là. Bien au contraire, vous prenez par exemple des fourmis. Les fourmis, elles suivent simplement un chemin de phéromones. Et la finalité qu'on va avoir, c'est une optimisation d'un réseau de transport. Merci. Et ma deuxième question concerne la deuxième partie, Oui. sur, la macroéconomie. En fait, j'ai un peu le sentiment que tu te rapproches, des travaux de structure dissipative de Prigogine. Absolument. Alors, j'ai un peu tendance à dire que la plus grande vérité, c'est un système dissipatif, ça dissipe. Et je pense que c'est à peu près ce qu'on peut dire de plus profond dans le monde, à savoir que tout est structure dissipative et que penser en structure dissipative permet de comprendre beaucoup mieux tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le concept le plus solide qu'on puisse avoir, une structure dissipative. Après, ce qui se passe, c'est qu'une structure dissipative peut être constituée de structures dissipatives et on peut avoir des structures dissipatives à toute échelle avec un super-organisme, des superstructures. Je suis totalement là-dedans et je pense que c'est des outils qui sont fantastiques. C'est vrai que là, je vais Donc pas. ça m'amène effectivement à une critique, Ouais, dans la mesure où là, on est dans les systèmes un peu thermodynamiques, oui. donc stock, flux et cetera. Mais finalement, l'homme là-dedans, le comportement humain, Alors, totalement. Alors, deux choses. Je suis un peu, alors, de manière un peu provocatrice, j'ai tendance à dire un peu aujourd'hui qu'il faut qu'on aille au-delà de l'ère thermodynamique parce que, en fait, on va dire les concepts d'entropie, etc., plus on touche à du biologique, plus on se rend compte que c'est limité. Et typiquement, si la biologie n'utilise pas autant pour décrire des organismes complexes, et c'est vraiment eux les stars des traités du très complexe, c'est qu'il y a des raisons. En fait, il y a beaucoup de principes thermodynamiques qui ne permettent pas de voir des systèmes de ces complexités-là. Typiquement, l'entropie se casse les dents dès qu'on fait quelque chose de plus compliqué qu'un Van der Waals. Maintenant, pour revenir sur l'humain et le facteur humain, il va venir typiquement
initialement dans le circuit monétaire, sur quelles sont les décisions qui vont être prises. Typiquement, en fait, majoritairement, les endogénisations sont sur le circuit monétaire. Après, on peut venir choquer et faire sur ce type de système on suppose qu'on va avoir quelque chose de très violent qui va se passer, ou quelque chose, un changement radical de paradigme dans l'humanité, un changement d'élection ou de gouvernement de système politique. Mais de manière générale, en fait, c'est assez suffisant de prendre en compte les rétroactions de comportement humain sur le circuit monétaire. Et en fait, le circuit physique va être endogénisé par tout ça. Le choix des technologies qui va être abordé va être un choix qui va être typiquement motivé par des raisonnements monétaires. On investit aujourd'hui dans les panneaux solaires quand ils commencent à avoir un meilleur retour sur capitaux que investir dans du pétrole. Et typiquement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On commence à avoir des vrais changements de dynamique d'investissement parce que les rentabilités sont en train de changer. Donc, en fait, c'est avant tout des décisions macro plutôt que du comportement à l'échelle individuelle. Merci. Enfin, je vois que tu n'es pas totalement dans les systèmes agents, c'est-à-dire sur les individus qui finalement peuvent provoquer une émergence. Une émergence. Alors, Non, non, mais je veux pas continuer puisque je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont poser des questions. Mais... ouais, j'aimerais aller plus près des systèmes agents. Pour le moment, je suis bien à l'échelle très macro. Et je pense que s'il y a une convergence qui peut apparaître, ce serait fantastique. Merci. Je ne sais pas si d'autres ont envie effectivement de prendre la parole. S'il n'y a pas, moi j'aimerais juste, j'ai plein de questions, mais il y avait une question qui m'intéresse énormément, c'est ce que tu évoques sur la désagrégation du capital. Oui. Tu l'as évoqué, mais pas forcément développé. J'aurais bien aimé savoir comment tu imagines un petit peu ce travail-là, parce qu'il serait assez pertinent dans ce que tu viens de proposer. Alors, en fait, c'est très, comment dire, il faut vraiment y aller avec des pincettes dans le sens où quand on fait de la désagrégation, soit on écrit un nombre n de secteurs qui sont tous différents et qui vont avoir des comportements différents et on se retrouve dans la soupe causale à 4000 équations. Et donc, du coup, on ne comprend plus rien. Soit on essaye d'avoir une écriture uniforme avec des vecteurs et des matrices. Et dans ce cas-là, on a un système qui est assez difficile à contrôler. Euh, et en gros, ce qui a vraiment motivé mon travail là-dedans, c'est d'essayer de trouver la bonne base micro, excusez-moi, la bonne base agrégée sur lesquelles on va prendre nos scalaires et on va passer sur un formalisme avec des vecteurs, des matrices input-output, des matrices de requirements. Donc, utiliser le même formalisme et en fait avoir une dynamique non plus sur un seul secteur, mais n secteurs en même temps. Donc, en fait, on va jouer avec des tenseurs plutôt que de jouer avec des scalaires. Parce que quand on joue avec des scalaires, on ne comprend plus grand-chose. Alors, ça, c'est des résultats sur lesquels je suis encore en train d'écrire l'article, donc les présentations vont venir. Mais typiquement, en fait, quand on présente les équations que j'ai introduites là dans la partie construire un vrai modèle, on va dire agrégé, on prend les mêmes équations, on va se retrouver en fait avec des cycles qui restent des cycles fermés. On a des propagations intersectorielles, on a des propagations hors équilibre, on va avoir des fluctuations d'aide, des fluctuations d'inventaire, mais on reste sur un système qui est ni stable ni instable d'une certaine manière. Et en fait, tout le formalisme des instabilités, des phénomènes stabilisateurs et déstabilisateurs qu'on va avoir derrière, il se réapplique dessus. De ces systèmes désagrégés, on peut retrouver des agrégats et on peut recomprendre en fonction des agrégats, est-ce que le système va être globalement stable ou instable. Donc là, c'est un peu la performance, on va dire, qu'il y a derrière, c'est on arrive à avoir des systèmes à 3n équations qui arrivent à décrire des fluctuations de dette, des fluctuations d'emploi, un taux de croissance endogène et des fluctuations de salaire. Tout ça sur des cycles fermés. Donc, il n'y a pas de secret. J'ai pris mon système, j'ai essayé de l'écrire de toutes les manières, de le simuler de toutes les manières, jusqu'à arriver à trouver une écriture qui soit convenable. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de distinguer les hypothèses sur le circuit physique et le circuit monétaire. Mais je commence à avoir vraiment un système d'équations qui me semble pertinent là-dessus. Donc, c'est un travail de longue haleine, hein. Moi, ça fait 2 ans que je galère sur la question, mais je pense qu'on commence vraiment à arriver à quelque chose d'intéressant. Et je postule vraiment qu'avec du capital agrégé, la macroéconomie n'a à peu près pas de sens. En tout cas, la macroéconomie écologique.
Donc, il y a vraiment une barrière méthodologique là qu'il faut qu'on arrive à franchir. Pour le moment, je suis un peu tout seul là-dessus et donc je cherche des alliés vraiment pour pouvoir travailler en groupe sur ces questions. Je trouve ça intéressant dans ce que tu présentes parce que finalement, des modèles macro sont souvent des modèles de flux, ce qui veut dire que les stocks sont très homogènes. Et lorsqu'on bascule en macroéconomie écologique, on va dire, grosso modo, on commence à désagréger, mais avec des blocs. Ça veut dire Ouais. capital naturel, capital physique. Il y a maintenant du capital santé, hein, on commence à avoir des travaux sur le capital santé. Ça veut dire que c'est quand même des blocs qui sortent, mais c'est pas des sectorisations, on va dire, c'est pas ce que tu évoques. Et moi, la grande peur que j'ai, effectivement, c'est le nombre d'équations qui explose, parce que, effectivement, ça nous oblige un petit peu, si on va dans cette direction, à utiliser ce stratagème. Ouais. Donc, C'est un peu pour ça, volontairement, tu vois, je sais que c'est un peu moins dans la tradition système dynamique, par exemple, de présenter des systèmes avec des PDE ou avec des tenseurs ou des choses comme ça. Cependant, Mhm. je pense que, il y a un certain poids méthodologique à avoir ces outils-là, mais je pense que ces outils-là, ils ouvrent vraiment des possibilités en termes de modélisation qui sont extrêmement intéressantes parce qu'on a très peu de concepts. J'ai pas beaucoup plus d'équations dans le système multisectoriel que dans le système monosectoriel. C'est juste que j'ai des équations tensorielles. Les équations tensorielles, avec un bon solver, ça se résout. En inversant des matrices, on arrive à avoir des points d'équilibre et des propriétés intéressantes. Donc, on reste dans un domaine du compréhensible. On reste dans un domaine où on arrive à pouvoir créer des choses. Donc, c'est vraiment, je trouve, le point le plus satisfaisant pour essayer de construire plus. Mais il y a un vrai choix du formalisme qui est extrêmement important. Et ça demande vraiment l'étape passée de l'agrégé à le désagrégé et une étape qui est quand même assez dangereuse. Il faut vraiment avoir un bon modèle agrégé qui est bien construit pour pouvoir le désagréger ensuite. Sinon, il se passe tout et n'importe quoi dedans. moi, ce que j'y vois, hein, juste pour prolonger, c'est que quand tu présentais la méthode avec une approche flux stock nécessaire dès le départ, j'y vois surtout, moi, pour les économistes, juste un petit rappel sur les principes d'accumulation. C'est que vraiment commencer par là, parce que souvent, on nous dit faire des CLD, faire du SFD, donc du stock flux diagramme. Et en fait, si on ne part pas au départ sur des bonnes hypothèses sur les principes d'accumulation, on n'arrive pas à comprendre finalement le processus qu'il y a au niveau interne. Après, la question que je me posais, c'est que toi, tout de suite, tu pars sur du capital avec de l'exosomatique. Et je me suis demandé s'il y avait un lien à faire avec de l'endosomatique. Est-ce qu'il y a une possibilité de trouver des solutions, alors qui ne sont pas des grandes solutions, mais des solutions qui vont juste... l'exemple peut-être qu'on pourrait rappeler, c'est trouver effectivement des innovations qui ne sont pas des ruptures, mais des micro-innovations, et donc de rester dans la partie un petit peu endosomatique. Et je vois que toi, tu as tout de suite basculé. Alors, est-ce que c'est la macro qui oblige à faire ça, mais vers la partie exo? Euh, je dirais que c'est plus, enfin, je parle d'exosomatisme plus dans, on va dire, l'idée du concept. En fait, c'est juste aujourd'hui, j'ai tendance à définir les humains comme des structures exosomatiques, dans le sens où c'est pas nous qui impactons le monde, c'est le capital qu'on anime par l'économie. Mm. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé l'exosomatisme, dans le sens où l'humain seul ne change pas le monde, c'est son capital qui change le monde, et lui contrôle plus ou moins le capital. Euh, donc, sur ces questions de changement technologique, j'ai un peu commencé à travailler là-dessus avec du capital petit-clé ou des choses comme ça. Ouais. Pour le moment, je l'ai fait sur des modèles à quelques secteurs, typiquement capital vert, capital brun, en changeant un peu des coefficients technologiques. Je pense que ça demanderait des choses beaucoup plus subtiles et ça demanderait des modèles qui sont plus évolués. Je reste à penser que là, tout ce que je vous ai présenté, ça reste du toy model. Et ça Mm. reste une fondation qui, je pense, est extrêmement solide pour pouvoir faire beaucoup plus. Mais pour le moment, c'est du toy model de compréhension. Et là-dessus, il faut construire bah, voilà, une surcouche sociale beaucoup plus importante. Il faut construire bah, d'un point de vue utilisateur des politiques de comment est-ce qu'ils vont des logiques de consommation qui vont être beaucoup plus intéressantes, qui s'approchent plus, par exemple, des travaux d'Olivier Vidal, qui sont hyper intéressantes d'un point de vue consommation et évolution de la consommation. Donc voilà, d'une certaine manière, il y a tout qui est à faire. Mais là, on est sur un cœur. Typiquement, je pense que ça, c'est un cœur ou un hub sur lequel on peut venir greffer beaucoup de choses, vu que c'est totalement hors équilibre, ça accepte plus ou moins tout, n'importe quoi hors équilibre. Donc, c'est une brique de construction, mais elle n'a pas vocation à rester seule. D'accord.
Si d'autres personnes ont envie de poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, hein, que je vous vois et que je puisse vous donner la parole. Je vois Didier à lever la main. Didier, je te repasse la main? Oui, ça m'embête de monopoliser la parole, mais je voudrais savoir si, tu as considéré que les points de bascule dans tes modèles, le tipping point, c'est-à-dire, en fait, est-ce que ça serait intéressant? On le voit bien dans les systèmes écologiques avec les coraux, hein, qui Mm. passent évidemment, qui blanchissent et cetera. Il y a des tipping points. Est-ce que tu as imaginé aussi en macroéconomie de voir à quel moment un système économique peut basculer. Alors, on peut le faire évidemment avec, les matrices, hein, les calculs, la covariance, l'autorégression, enfin tout un tas de choses. Mais est-ce que ton modèle permettrait d'envisager ces points de bascule? Alors, oui, oui, absolument. Donc, du coup, là, par exemple, toute la partie sur Goodwin que j'ai présentée, c'est une partie à un seul équilibre, en fait. On a soit l'équilibre solovien, soit l'autre équilibre, c'est 0,0. Typiquement, un des trucs qui avait fait beaucoup parler les gens, c'était ce qu'on appelle l'extension Kin, qui va être une extension qui, j'ai un peu tendance à dire, est mal écrite, dans le sens où on rajoute de l'investissement supplémentaire qui peut être financé par la dette, par sous-consommation. Et quand on va rentrer ça, on va créer d'autres équilibres, par exemple un équilibre avec une dette infinie, et on va avoir un attracteur qui correspond à l'économie solovienne avec dette privée, et un attracteur qui correspond à une crise de dette infinie. Mmh. Donc, ça, c'est hyper intéressant. On peut faire la même chose sur des inventaires, on peut faire la même chose sur des bitechnologies, on peut faire la même chose sur beaucoup de notions. Le problème qu'il va avoir derrière, c'est d'essayer de bien l'écrire et d'avoir une bonne sensibilité. Typiquement, le mécanisme de Keane, il n'a aucune réalité matérielle. Mmh. Il donne des très jolis résultats théoriques. Il crée de très beaux discours, mais on ne peut pas construire avec. Euh, c'est d'une sensibilité de phénomène qui est absolument monstrueuse. Typiquement, là, moi, le point de rupture sur lequel j'ai pas mal bossé, c'est sur toutes les dynamiques de capitaux vert-brun et quand est-ce qu'on va investir dans l'un ou dans l'autre. Ou en Mmh. fonction des politiques monétaires qu'on va avoir, en fonction de l'avancement technologique, de technologies endogènes, on peut arriver à passer le point de rupture dont on arrête de financer du brun parce que c'est rentable pour financer totalement du vert, avec aussi dépréciation de capitaux pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que tous les mécanismes de stabilisation et déstabilisation, on peut calculer leur pouvoir stabilisateur et déstabilisateur à partir de Jacobiens Mmh. autour du point Ouais. d'équilibre. Donc, en fait, à partir de ça, on peut quantifier quels vont être ces mécanismes. Quand on passe sur du non linéaire, on va se retrouver avec potentiellement des cycles limites et des cycles limites qui pètent et qui vous font des changements d'équilibre. Donc, tout ça, ça peut parfaitement apparaître dedans. Après, ça dépend vraiment des ingrédients et de ce qu'on cherche. Mais d'un point de vue toy model, plateforme sur lequel on peut tester ces choses, c'est parfaitement possible. Bon, beh, je te propose de faire un nouveau modèle sur, le tipping point des civilisations. Alors, on peut voir ce qu'on peut mettre dedans. Je serais curieux. OK, merci, hein. Pardon. Bah, merci Paul pour cette présentation. Elle est très très riche, hein. Je pense qu'on va te ressolliciter parce que ce qui m'intéressait aussi, c'était les outils qu'utiliser parce que on n'a pas eu le temps d'en discuter. C'est vraiment aussi intéressant de voir comment tu peux faire l'open source et que tu as pu travailler sur cette approche dynamique. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on imagine par la suite avec une nouvelle visio. Ouais. Alors, avec grand plaisir. Là, ces derniers temps, j'ai un peu coulé sous le boulot. Donc, du coup, je voulais sortir ma librairie avant, et là, j'ai pas encore eu le temps. Donc, je m'y réattaque dès demain. Normalement, j'espère pouvoir la publier avant la fin du mois. Et à partir de ce moment-là, on pourra vraiment aller là-dedans. Mais concrètement, voilà, c'est fait pour résoudre des tenseurs et pour résoudre tous ces systèmes que j'ai décrits. Et ce sera vraiment un vrai plaisir de pouvoir partager tout ça parce que je l'ai écrit pour ça. Donc, on pourra se retrouver pour ça, on pourra se retrouver pour du multisectoriel, on peut se retrouver pour tous les modèles un peu plus subtils que ce que j'ai décrit ici, donc les applications bicapitaux et compagnie. Ce serait avec grand plaisir de partager tout ça. Bah, écoute, ça sera avec attention qu'on suivra tout ça. Et puis, bah, dès que tu pourras nous proposer des dates, on Ouais, refixera effectivement les visios. Et ben, je remercie à tout le monde hein, d'avoir pris ce temps de partage. 18h, 19h, c'est un créneau juste avant le repas du soir. Donc, mais c'est aussi un créneau de fin de journée. Donc, merci à tous d'avoir pris ce temps.
On se retrouve le 24 juin pour la prochaine conférence de Christophe Mangeant, qui va venir présenter son livre sur le modèle Midos, hein, Limit to Growth. Il a travaillé dessus et donc il va sortir un petit peu quelques nouveaux résultats. Donc, prochaine conférence le lundi 24 juin, toujours à 18 h. Merci à tous. La présentation, elle sera accessible en vidéo hein, sur le site d'Erasme et sur YouTube. Je pense que Paul pourra nous envoyer sa présentation en PowerPoint, comme ça on pourra la partager vers tout le monde. Il vous suffit, prenez en photo cette slide et les QR codes vous amènent directement. Je l'ai mis sur un drive, donc comme ça vous pouvez y accéder. C'est un commun. Mm. Super, bah tu vois, moi ça y est, j'ai sorti l'appareil photo et hop, c'est fait. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à Merci. tous et à bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.